merci de nous être fidèles. Et tout de suite, le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a accompli hier la prière du vendredi à la mosquée Hassan II à Rabat, à Casablanca plutôt, et après la prière du vendredi, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu autoriser l'ouverture de 20 mosquées nouvellement édifiées, restaurées ou ayant fait l'objet de reconstruction. L'INDH commémore aujourd'hui son 14e anniversaire, 14 ans d'écoute, de soutien et d'accompagnement au profit des catégories sociales les plus vulnérables. Nous suivrons un reportage à Darsania de Goulmima où plusieurs femmes ont pu améliorer leurs conditions de vie en se consacrant à des activités génératrices de revenus. Nous irons à Taroudan pour parler d'une coutume ancestrale toujours présente pendant le ramadan, la présence du clairon, le mefar, cet homme qui sillonne les ruelles pour rappeler aux jeûneurs l'heure du sahur, un métier qui n'a pas pris une seule rite. Nous sommes le 18 mai, journée mondiale de la célébration des Journées internationales des musées, l'occasion de mettre en avant la fonction éducative que jouent ces espaces culturels dans la société. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a accompli hier la prière du vendredi à la mosquée Hassan II à Casablanca. L'imam a entamé son prêche en soulignant les innombrables bienfaits du jeûne, un mois d'abstinence, d'évocation de Dieu, de pardon, de générosité et de charité. L'imam a invité les croyants à l'observer comme il se doit, puisque la finalité de ce mois sacré n'est pas de faire souffrir l'homme et de le priver des plaisirs de la vie. Et après la prière du vendredi, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu autoriser l'ouverture de 20 mosquées nouvellement édifiées, restaurées ou ayant fait l'objet de travaux de reconstruction. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Habous et des Affaires islamiques dans une allocution prononcée devant le souverain. Lancée en 2005 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'initiative nationale pour le développement humain commémore aujourd'hui son 14e anniversaire, 14 ans d'écoute, de soutien et d'accompagnement au profit des catégories sociales les plus vulnérables. Après des centaines d'actions réussies, l'INDH entame sa 3e phase avec comme défi l'employabilité des jeunes. Une enveloppe budgétaire de 18 milliards de dirhams est consacrée à ce grand chantier. Exemple tout de suite avec Darsania de Goulmima où plusieurs femmes ont pu améliorer leurs conditions de vie en se consacrant à des activités génératrices de revenus. Nourdine Nafei et Boubkar Ben Ghabret pour le commentaire. Broderie, tissage de tapis, couture traditionnelle, des activités génératrices de revenus pour des dizaines de femmes de Goulmima, réunies au sein de Darsania. Plusieurs coopératives féminines offrent ainsi un espace de travail, de production, de vente et de formation. Près de 93 femmes ont pu bénéficier des activités à Darsania. L'apprentissage de la couture, de la broderie, le tissage et bien d'autres métiers. Elles ont beaucoup évolué. Je suis parmi les nombreuses bénéficiaires. J'ai appris la broderie, j'ai appris le tissage également et la couture. L'INDH nous a énormément aidés. Au niveau de la province de Rachidia, des centaines de projets ont vu le jour grâce à l'INDH en vue d'accompagner les personnes en situation de précarité à améliorer leurs revenus. 1257 projets ont été réalisés dans le cadre de l'INDH pour un montant de 838 millions de dirhams depuis le lancement de cette initiative par Sa Majesté le Roi. L'INDH a contribué à hauteur de 515 millions de dirhams. Les bénéficiaires sont au nombre de 174 000. La 3e phase de l'INDH 2019-2023, lancée en septembre dernier par Sa Majesté le Roi, met les jeunes au centre des préoccupations nationales. La 3e phase de l'INDH tend également à consolider les acquis des étapes précédentes au service d'une plus grande valorisation du capital humain.
La culture nomade, un mode de vie qui résiste encore avec ses traditions et coutumes liées à l'activité pastorale. Ce mois sacré a un goût particulier chez celles et ceux qui plantent leur tente en pleine nature au gré du vent. Voyons tout cela tout de suite avec Ahmed Fadele et Mounia Marouche. C'est à Mibladen, à Midelt, que la famille Mamoun a décidé pour le moment de s'y installer. Sur cette terre, ces nomades ne connaissent que l'horizon pour frontière. La journée commence tôt pour Fatma. Chaque jour, il s'acquitte des mêmes tâches domestiques. Et pendant le ramadan, elle consacre un peu plus de temps à la préparation des plats qui garniront la table du ftour. Je me réveille tôt le matin, j'aide mon fils à faire sortir le bétail pour les pâturages, mes enfants vont s'approvisionner en eau et moi je vaque à mes occupations ménagères. Moi personnellement, je m'occupe de la préparation de la soupe du ftour. Je la prépare avec des tomates, des épices, du lait et un peu de levure. La principale activité des Bédouins demeure l'élevage. Les familles nomades ne cessent de se déplacer en quête de pâturage et de points d'eau. Je me réveille à 6 heures du matin, je fais sortir le bétail pour les nourrir et à 17 heures, je les fais rentrer et je me repose un peu. Pour rompre le jeûne, les nomades scrutent le coucher du soleil. Autour d'un ftour traditionnel, la famille se réunit dans une ambiance particulièrement conviviale. Autre coutume ancestrale toujours présente pendant le mois sacré de Ramadan, notamment à Taroudan, la présence du clairon que l'on appelle le nefar, cet homme qui sillonne les ruelles pour appeler aux jeûneurs l'heure du suhour, un métier qui n'a pas pris une seule ride. Les jeunes de la région ont pris le flambeau. Tout de suite, Bouchaïb Ammari et Iman Ablou. Du haut du minaret, le quartier résonne au son de la fanfare. Durant le mois sacré, les jeûneurs synchronisent leurs horloges au passage du clairon pour se réveiller à l'heure du suhour. Peu avant ce repas, cette tournée est de rigueur pour Mounir. La tradition ne prend pas une ride dans ce quartier de la Médina de Taroudan. C'est un métier que j'ai hérité de mes ancêtres. Vous pouvez dire que c'est une tradition familiale, un legs que nous continuons à protéger. En tenue traditionnelle, le clairon déambule dans les rues de la vieille ville. Pas de baisse de tonus à cette heure tardive. Bien plus qu'une routine nocturne, le clairon voit son passage comme un sacerdoce en ce mois de spiritualité et de recueillement. Les habitants du quartier le lui rendent bien. Le clairon est un vieux métier qui résiste à l'évolution de la société. Nous avons nos montres, nos horloges et nos téléphones, mais nous continuons à dépendre du clairon pour nous réveiller à l'heure du suhour. Le clairon est dévoué à son métier. Il le fait avec passion et à titre gratuit. Chaque année, les habitants cotisent pour lui, histoire d'exprimer leur gratitude envers lui. C'est un geste symbolique. Et une tradition tout aussi symbolique. C'est l'un des visages d'un patrimoine conservé et protégé. Nous travaillons durant tout le ramadan. J'ai côtoyé plusieurs clairons depuis mon jeune âge. C'est ainsi que je me suis adonnée à ce métier. Réglé comme une horloge, le clairon ne compte pas les heures et égaye les nuits ramadanesques. À l'heure des nouvelles technologies de la communication, le clairon est toujours à l'heure, si près de vous. Le réveil est garanti.
Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. Les Australiens aux urnes ce samedi pour des élections législatives marquées par le clivage sur le climat. Quelques 17 millions d'électeurs de l'île continent doivent choisir le représentant. Un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà très serré selon les observateurs. Deux candidats en lice avec des orientations totalement opposées. Le travailliste Bill Shorten, le sensible à la thématique climatique, et Scott Morrison, le Premier ministre sortant qui demeure anti-climatique. Le climat, justement, il fait des siennes aux États-Unis. 18 États sont en alerte maximale aux orages et tornades. La situation est particulièrement dangereuse à l'Oklahoma, où de fortes pluies sont enregistrées, pouvant causer des inondations mortelles. Les populations des zones concernées se tiennent prêtes à s'abriter et restent à l'écoute des alertes émises par les autorités. L'étau se resserre autour de la première ministre britannique Theresa May, qui vit désormais ses derniers jours à la tête du gouvernement britannique. Son incapacité à mettre en œuvre le Brexit, les résultats catastrophiques de son parti aux élections locales et les sondages désastreux en vue des européennes, autant d'échecs qui l'ont politiquement anéanti. L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a annoncé hier sa candidature pour la remplacer. Nous sommes le 18 mai, jour de célébration de la Journée internationale des musées, l'occasion de mettre en avant la fonction éducative que jouent ces espaces culturels dans la société. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc ne cesse de promouvoir son riche patrimoine muséal. Et les Marocains, vous allez le voir tout de suite dans ce reportage, y vouent un intérêt de plus en plus grand. Adna El-Harras, Yassine Mazi et Manablo. Par les objets qu'ils recèlent, les musées sont des lieux de conservation du patrimoine sous toutes ses formes. Des espaces culturels qui invitent le grand public au rêve et à la réflexion sur l'avenir. كندير وليدات المتاحف المتحف اللي في الرباط المتاحف ديال برا ما عمرني ديت نمشي متحف على برا. J'emmène souvent mes enfants au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain et à celui de l'histoire et des civilisations de Rabat. Ils y passent d'agréables moments et assouvissent ainsi leur petite curiosité culturelle. Les Marocains vont de plus en plus au musée. Ils sont tout à fait conscients du rôle joué par ces lieux dans l'accès à la culture. Les musées sont également d'excellentes plateformes pédagogiques pour les enfants. المتاحف تيبينوا لنا التاريخ ديالنا كيعتبر بحال تاريخ والتراث. Tous les pays possèdent leurs particularités et leurs richesses, et les musées en font partie. Ils reflètent notre histoire et notre patrimoine. ويشوف المآثير التاريخية عندهم واحد الدور كبير مثلا كيكون فيهم واحد الثقافة واحد. Les musées nationaux sont les vitrines culturelles de notre pays. C'est toute l'histoire du Maroc qui est exposée. Un héritage qui se transmet d'une génération à une autre. Depuis son ouverture en 2014, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat a abrité de grandes expositions. Giacometti, l'Afrique en capitale, face à Picasso et tout récemment, les couleurs de l'impressionnisme. L'exposition nous plonge dans l'univers des instigateurs de ce mouvement pictural du 19e siècle, de son chef de file Claude Monet, en passant par Paul Cézanne et Auguste Renoir, des artistes qui avaient donné libre cours à leur imagination en quittant leurs ateliers ombragés à la recherche du plein soleil pour nous décrire à leur manière et avec des couleurs vives, une nature si généreuse. Vous voyez que cette exposition que nous avons a ouvert et ouvre les portes à la modernité. Et je voudrais, si vous me le permettez, ça c'est un petit plaisir que je me donne à moi, comme une petite sucrerie en ce ramadan, quand vous regardez tout ça. Le Maroc y a contribué par sa lumière. Ah, vous allez me dire comment? Mais bien sûr, par le voyage de la Croix au Maroc. Et de la Croix était un inspirateur des impressionnistes. Donc vous voyez, même vis-à-vis de ces impressionnistes, on va trouver un peu une lumière, un peu de la lumière du Maroc. On a fait d'abord une première exposition de Sharqawi, une deuxième exposition donc dédiée à un autre artiste marocain qui est El Glaoui, Hassan El Glaoui, à l'occasion de la rétrospective qu'on a dédiée à Hassan El Glaoui.
Une autre exposition était dédiée à la création artistique féminine à travers 3 artistes femmes marocaines autodidactes qui appartiennent à la génération des années 60, donc Fatima Hassan, Nadir El-Hussein et Shaibia Talal. Et actuellement, une exposition dédiée à l'impressionnisme. 42 chefs-d'œuvre impressionnistes sont exposés jusqu'au 31 août au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale. Des œuvres exceptionnellement prêtées par le musée d'Orsay de Paris dans le cadre d'une diplomatie culturelle fructueuse et nous permettent d'admirer, entre autres, un Paris serein, loin du tumulte quotidien, une métropole déjà perçue avec un certain regard nostalgique. Dans le cadre de notre série ramadanesque de reportages consacrés à la construction pisée, nous vous invitons aujourd'hui à la découverte de Qsar el-Khorbet. Située dans la province d'Arachidia, cette bâtisse historique défie l'épreuve du temps. Elle se distingue par ses dimensions architecturales exceptionnelles et l'exemplarité de son mode de vie communautaire. Découverte avec Abdelali Ayed, Mohamed Louahibi et Zakaria Moqim Billah. Situé dans l'oasis de Ferkla à Tinjded, Qsar el-Khorbet fait partie des plus anciens édifices de la vallée de Toudra. Construit au XIXe siècle, il a accueilli plusieurs tribus de la région. Ses hauts remparts les protégeaient des assauts extérieurs. Son architecture est on ne peut plus traditionnelle, tout comme le mode de vie de ses habitants. Une population qui vit encore en communauté et qui croit en les valeurs de partage et de solidarité. القصر يتميز بواحد الدقة في الخصوصيات الهندسية ديال البناء إضافة إلى Ce Qsar se caractérise par la précision de sa construction et de son architecture. Il est doté de plusieurs ornements qui ont des significations anthropologiques. Ce que l'on peut souligner dans ce village fortifié, c'est l'aspect de solidarité qui règne entre les habitants, vu les conditions de vie très rudes dans les oasis. Les habitants se partageaient toutes les ressources. Il n'y avait pas de distinction entre riches et pauvres. On partageait aussi les joies et les peines. À Qsar el-Khorbet, de longues ruelles se croisent et sont éclairées par des ouvertures au niveau des toits. La bâtisse est construite avec des matériaux locaux, dont l'argile et le bois de palmier, des éléments naturels qui protègent les habitants des aléas du climat. Le Qsar est doté de remparts avec une épaisseur d'1,5 mètre et une hauteur de 20 mètres. Cette hauteur répond aux contraintes de sécurité. La région était connue par des guerres entre tribus. Comme vous le voyez, les décorations sont d'une grande valeur artistique. Le Qsar abrite aujourd'hui une maison d'hôtes, un musée et un atelier d'artisanat féminin. Une manière de préserver ce patrimoine historique et de promouvoir le tourisme dans la région. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Zoubeida El-Fethi pour le JT en espagnol. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.